Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Buzz TV. Je suis ravie de vous retrouver. Je suis accompagnée aujourd'hui par Damien Canivez. Salut Damien. Salut Sarah, plaisir de vous retrouver. Ça fait trop longtemps. Mais ça faisait longtemps, c'est vrai, avec les ponts. C'est le mois de mai, ça, qui fait ça. Notre invitée du jour est une journaliste qui recueille les confidences des personnalités. On va tenter d'obtenir les siennes. Dominique Lagroux-Sampère, bonjour. Bonjour à tous les deux. Bienvenue au Buzz TV. Entre vous et moi, c'est le nom de votre podcast, si on peut appeler ça comme ça, sur YouTube, que vous présentez. Alors, j'ai regardé un peu, c'est depuis 2 ans, mais ce format interview, c'est depuis une petite année. 1 an, exactement. Et depuis 1 an, c'est ça. Vous l'avez créé avec un certain Pascal Lucas, si je ne me trompe pas. Tout d'abord, comment est né ce concept, cher Dominique? Alors, Pascal Lucas, c'était vraiment les prémices de l'émission. Et maintenant, c'est Franck Gerbert, mon collaborateur, mon fidèle producteur. C'est venu, comme à chaque fois, moi, du cœur, quoi. En fait, j'avais envie comme dans le Trésor, de parler à mon public. Et, Trésor, parce que vous avez, il faut le rappeler, travaillé avec Jean-Pierre Pernaut pendant plusieurs années. Trésor, oui, puisque je présentais les émissions de proximité aux côtés de Jean-Pierre. Et il était impératif pour moi de me mettre à nouveau en lien avec ces gens qui m'ont regardé, qui m'envoyaient des lettres, etc. Et donc l'idée, c'est de se dire, on va créer un propre lieu où les gens pourront se livrer, à la fois des gens, donc des personnalités, mais également des personnalités, j'allais dire, de l'ombre. Oui, anonymes. Vous et moi. Et c'est important. C'est ce qu'on faisait aussi dans le Trésor. Absolument. Qu'il n'y a pas que des stars, en fait. Les stars sont aussi dans l'ombre. Alors ça, on a la chance de recevoir aujourd'hui un peu l'expert de l'interview, donc on a besoin que vous nous enseigniez un petit peu les tenants et les aboutissants de cet exercice. C'est quoi pour vous une bonne interview? Vous vous débrouillez bien. Oh, c'est gentil, c'est gentil. On tente, on fait ce qu'on peut, avec ce qu'on a. Avec nos armes. Une bonne interview, c'est ne pas tricher, en fait. Voilà. Et ne pas s'écouter, poser les questions. Ne pas dire à l'autre, moi je sais, et je vais t'apprendre. Et c'est juste de pouvoir se mettre en retrait et de dire, voilà, je vais vous poser une question, mais je vais surtout être là pour réceptionner votre réponse. Et donc j'ai une belle phrase qui était Paul Naon qui l'avait dite à mon mari à l'époque, Claude, et qui avait dit un bon journaliste est celui qui sait poser les questions, mais surtout écouter les réponses. C'est ça le plus important. Et donc, les réponses sont plus importantes que les questions. Et l'idée, c'est d'avoir vos feuilles là, et à un moment de se dire, en fait, j'en ai pas besoin. On les oublie. Parce que mon invité va me conduire sur un chemin, et c'est ça qui est important. C'est son histoire, et c'est pas celle qu'on veut lui faire dire. Enfin, si vous nous faites ça, on va transpirer à grosse goutte, nous. Laissez-nous pas être tranquille. On fait ça aussi en école de journalisme, vous savez, on confisque les feuilles, parce que je sais que vous enseignez aussi en école. Donc, on va poursuivre la conversation avec vous, Dominique Lagroux-Sampère. On a plein de questions à vous poser. On va revenir sur votre parcours aussi, à TF1 notamment, mais pas que. Ce sera juste après les news médias de Damien Canivez. On commence ces infos, Damien, avec le nouveau nom de l'émission de Cyril Hanouna. Oui, à la suite de l'arrêt de C8 fin mars, animateur-producteur est attendu sur la chaîne du groupe M6 pour y animer un nouveau talk-show sur la case 19h-21h, comme c'était d'ailleurs le cas pour Touche pas à mon poste à l'époque. Et hier, dans son émission sur Europe 1, il a dévoilé l'identité du nouveau rendez-vous qu'il pilotera, tout beau, tout neuf. Voilà, c'est un nom qu'il affirme avoir en tête déjà depuis bien longtemps, au moment où TF1 et M6 étaient censés fusionner. À ce moment-là, il avait réfléchi à une potentielle arrivée sur W9, et ce nom-là lui était apparu comme une évidence. Alors le matin, quelques heures avant que Cyril Hanouna ne donne cette information, le blog de Jean-Marc Morandini précisait que ce programme serait tourné dans l'un des studios de la Canal Factory, qui est le lieu où TPMP était tourné à l'époque, la table à laquelle les chroniqueurs s'installeront aussi. Autre indice, prendra la forme d'un W, comme W9, et le décor sera majoritairement violet, qui est la couleur du logo de W9. Et oui, et alors si Cyril Hanouna vous appelle, Dominique, vous y allez ou pas? Alors c'est très très chouette que vous me posiez cette question, parce que Cyril m'a demandé, et on était ensemble quand on est venu chroniqueur sur TPMP. Moi je suis allée à la demande de Cyril sur le plateau, et moi je dis jamais non à des aventures. Et c'est vrai que moi je connaissais pas du tout Cyril Hanouna, et ça a été une formidable aventure avec Cyril. Ça s'est pas poursuivi parce que voilà, ça va, ça vient, les chroniqueurs ça tourne beaucoup, sur TPMP. Là je l'ai pas du tout eu en ligne pour cette émission, mais évidemment je serais ravie d'y aller. Moi je suis très j'aime le challenge. Voilà. Je ne crie pas avec la meute. Dans la mesure où moi je suis alignée avec ce que je suis en fait. Même si il est controversé par certains, certains l'adorent, certains le détestent. C'est un peu ce qui caractérise. C'est un peu la vie de chaque humain sur Terre. Donc Cyril c'est quelqu'un que je connais très très peu.
mais en tous les cas, qui m'a proposé cette jolie opportunité du temps de TPMP, qui m'a fait confiance. Et c'est quelqu'un, d'ailleurs, je lance le message, c'est quelqu'un que j'attends sur le plateau. Sur votre plateau, entre vous et moi. Exactement. Vous lui avez demandé il déjà le sait, il le sait, mais je crois qu'il est assez pudique, en fait. Oui, exactement. Et timide. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc je relance la demande. Cyril, tu es le bienvenu. Puis vous allez aussi un peu dans l'intimité. Il faut quand même sur des terrains un peu... Moi, je pense que ce que vous êtes là, c'est-à-dire qu'on se dit vous, mais en fait, en vrai, on se dit tu. Oui, c'est vrai. On se connaît. Oui, c'est vrai. On a travaillé ensemble sur TPMP. Absolument, on se connaît aussi dans la vie. Je pense que c'est ça qui est important. On ne triche pas avec le public. Bien sûr. Et le public le sait. Donc à partir du moment où on enlève les costumes, où on enlève la veste, où on enlève le vouvoiement, où on enlève les codes, je pense qu'on est tous les mêmes. Et de pouvoir dire à l'autre, à celui qui nous regarde, ah ben si eux sont comme ça, moi aussi je suis comme ça. Bah, c'est génial, quoi. C'est comme ça que ça passe. Et c'est ce qui fait aussi votre succès, Dominique. Vous ne trichez pas avec le public. On continue avec... Oui, justement avec une animatrice avec laquelle... Alors Cyril Hanouna n'a pas toujours eu des bons rapports. Là, effectivement, le climat s'est détendu quand même, Sarah. Vous parlez de Karine Le Marchand, qui effectivement, ces dernières années, n'a pas caché ses réserves au sujet de l'animateur. Vous êtes au courant, elle a réuni la presse hier dans les locaux du groupe M6 afin de présenter le nouveau numéro d'une ambition intime qui sera prochainement diffusé sur la grille à la télévision. Alors elle a tendu son micro dans ce nouveau numéro à l'actuel ministre de la Justice Gérald Darmanin, au communiste Fabien Roussel, au président du Rassemblement national Jordan Bardella, ainsi qu'à l'écologiste députée aussi Sandrine Rousseau. Alors comme lors du précédent numéro qui a été diffusé il y a 4 ans, dans lequel elle a interrogé des personnalités, on verra en tout cas un décor très feutré avec des objets qui seront un peu disséminés dans le décor de façon à rappeler aussi l'histoire de l'invité qui s'installera en plateau. On va rappeler qu'en octobre 2016, ça avait cartonné. Une ambition intime avait signé un véritable succès en dépassant la barre des 3 millions de téléspectateurs quand même. Et 13,6% du public. Ouais, alors on a aussi souvent reproché à Karine Le Marchand de recevoir les politiques, de les rendre finalement sympathiques avec cette interview aussi intimiste. Vous en pensez quoi, Dominique? Est-ce que c'est une publicité gratuite pour ces hommes et femmes politiques? Vous trouvez ça bien? Vous aimeriez recevoir des politiques? Mais c'est déjà fait. On a reçu Manuel Valls, on a reçu l'ancienne ministre de l'égalité homme-femme Isabelle Rome. Moi, je trouve que c'est formidable de faire ça. Et d'ailleurs, j'ai déjà lancé une invitation à Jordan Bardella sur ma chaîne. J'attends sa réponse. Et évidemment, je souhaite inviter des politiques de tous bords. Je pense que pourquoi il y a une telle défiance aujourd'hui envers les politiques, c'est que justement, on n'a peut-être pas encore trouvé un homme politique qui roule non pas pour lui, mais qui roule pour son pays en fait. Et de pouvoir recevoir ces politiques et leur dire voilà. Si vous mettez de côté et si vous voulez aider la France et les Français qui vous regardent et qui sont en mal-être, parce que la France va très très mal, c'est ça en fait qu'il faut aller chercher chez le bonhomme ou la bonne femme qu'on a devant soi. Et je trouve que Karine Le Marchand a très bien fait d'inviter justement ces quatre personnalités, justement de tous bords différents. C'est pas parce que vous invitez un Jordan Bardella que vous êtes de son parti. C'est pas parce que vous invitez un communiste que vous allez être de son parti. C'est pas ça. Je veux dire, on lève tout ça. L'important, c'est d'avoir aujourd'hui et demain, en prochain président, quelqu'un qui puisse rassembler. Et on élit aussi un homme ou une femme. Enfin, c'est ça aussi qui plaît dans chaque élection présidentielle. Savoir d'où il vient. Moi, j'ai lu le livre de Bardella. C'est intéressant de voir. Alors, chacun, il écrit ce qu'il a envie d'écrire, évidemment. Il va pas forcément parler de choses qui fâchent ou qu'il n'a pas envie de mettre en avant, mais c'est intéressant. Moi, vous avez envie de l'interroger sur quoi, par exemple, Jordan Bardella? Sur ce petit bonhomme du 93 et la revanche qu'il a sur sa vie en fait, ce môme qui a souffert en banlieue parce que il a vu la brutalité, la violence de son quartier. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en dit et qu'est-ce qu'il va faire pour changer tout ça? Parce que très bien, si un jour il arrive président, ok, ce sera un fait. Mais est-ce qu'il va changer les choses? Voilà. C'est ça qui est intéressant. Et c'est pas de dire moi Jordan Bardella, moi Gérald Darmanin, etc. je vais changer. Non, moi j'en ai ras-le-bol des moi en fait. Non. En fait, on faudrait qu'on oublie le nom du président et que ce soit juste une entité qui puisse réunir les Français. Et ça, on est loin d'y être. Et voilà, je pense qu'Emmanuel Macron a tellement marqué de son nom, mais moi c'est pas son nom que je veux retenir, c'est justement ce quinquennat qui aurait pu, ce double quinquennat qui peut marquer quoi.
Il vous a déçu là, on sent que vous aimez la politique, vous lisez tout, je pense, toute l'actualité. Ouais. Vous avez été déçu par Emmanuel Macron? Déçu non, parce que c'est pas... Moi, je ne mets pas ma déception dans le rôle d'une personne. C'est-à-dire que moi, déçu, c'est plus par rapport à moi-même, pas par rapport aux autres. Ouais. Je pense qu'il a pas su écouter les Français. Ça, c'est certain. C'est certain. Et la preuve en est, c'est que moi, je lui ai envoyé mon livre, par exemple, et j'ai demandé à le rencontrer, justement, et on n'a pas de réponse. Ouais. Et ça commence par ça, en fait. Ça commence par ça, le contact avec les Français, à leur faire des rencontres avec les Français, etc. Oui, c'est bien. Mais c'est surtout d'être là. Et ça vaut pour lui, mais ça vaut pour d'autres personnalités. C'est-à-dire que moi, sur la chaîne, quand on envoie un message, rares sont ceux qui répondent. Et c'est juste, ça commence par ça, l'humanité et la société. Et même quand vous avez un non, pour moi, c'est une très très belle réponse. Bien sûr. C'est une belle réponse. Mais bien sûr. Même, mais bien sûr. Mais moi, les râteaux, ça vous dérange pas de prendre des râteaux? Non. Et c'est pas un râteau. C'est respecter aussi le choix de l'autre. C'est-à-dire que s'il n'a pas envie de venir... Oui, vous forcez pas... Il y a des gens, moi, que je reçois, d'ailleurs une personnalité qu'on va recevoir, ça fait plus d'1 an et demi que je suis en lien avec cette personne. Elle a enfin accepté. Qui ça? Et vous le verrez sur nos appels. Quel suspense. Et vous verrez que, voilà. Et il fallait que le moment soit là. Moi, je crois beaucoup aux instants de vie, en fait. Ça doit se faire. Ça se fait ou ça se fait pas. Si ça se fait, c'est que tout était convergé pour que ça se fasse. Voilà. Donc, je pense que les politiques devraient davantage écouter les Français et écouter ceux qu'on n'entend pas. Et c'est aussi pour ça qu'on met en avant, nous, des personnes qu'on n'entend pas. On termine, Damien, avec le chiffre du jour, le 4. Ça va vous intéresser, ça, Sarah. C'est le nombre de jours qui nous séparent de la grande finale de l'Eurovision qui se déroulera donc ce samedi à Bâle en Suisse. Vous y serez, évidemment, Sarah. Non pas pour chanter, pour couvrir, évidemment. C'est vrai. J'y pars demain matin, pour tout vous dire. Et voilà. Je vous paierai rien. Alors, à la fin du mois dernier, la télévision danoise a dévoilé justement un point de règlement qui stipule qu'il est interdit désormais de monter sur scène avec un autre drapeau que celui de sa délégation. Interdit donc de brandir les fanions arc-en-ciel, emblème de la communauté LGBT, ainsi que les couleurs palestiniennes qui ont, c'est vrai, été très présentes ces derniers jours en marge de cet événement. Les drapeaux officiels seront fournis par le diffuseur suisse, y compris pour la parade d'ouverture de la finale. C'est une façon peut-être aussi de rendre moins politique, c'est vrai, cet événement qui chaque année dépasse très très largement le cadre de la chanson. Et oui, et il faut rappeler que c'est Louane qui nous représente cette année quand même. Et on va gagner, moi je le sens, là je sens que c'est l'édition, ce sera une édition historique. Vous regardez, Dominique, ce genre de divertissement? Vous regardez la télé déjà? Alors, je regarde beaucoup moins la télé qu'avant. C'est vrai que quand on travaille à la télé, on regarde forcément ce qui s'y passe. Et là, j'avoue que j'ai découvert tout un écosystème qui est l'info 2.0. Et c'est vrai que c'est passionnant. Et c'est aujourd'hui, à mon avis, l'avenir, en tous les cas, des médias. Donc, je regarde beaucoup moins. Si je regarde pas mal les séries et les films avec mes enfants sur Netflix, on est en famille, on adore ça. Mais je suis beaucoup moins... Si, j'adore le 1945 d'M6. Ah oui, Xavier Demoulin, notamment. Je trouve ça vachement bien. Et Dominique Tenza le week-end, qui est génial. J'aime beaucoup parce que on y voit des choses différentes. Mais vous regardez pas les chaînes info, et ça c'est étonnant pour les journalistes. Je regarde, je regarde BFM, CNews, mais je suis pas collée à l'info parce que je pense qu'il y a un côté... hypnotisant peut-être. Ouais, et puis je suis occupée dans ma vie aussi. Je ne suis pas dans mon canapé à regarder les chaînes. Justement, on va en parler de vos activités diverses et variées. C'est dans l'interview du Buzz TV. Dominique Lagroux-Sampère, vous animez Entre vous et moi, c'est sur YouTube. Et alors, cette émission fait de plus en plus parler d'elle. Il y a combien de millions de vues? Vous m'avez dit hors antenne tout à l'heure. Alors, 45 millions de vues à l'instant T, et on est à 88 000 abonnés tout réseau. C'est énorme. Ce qui est quand même énorme. Alors, vous recevez beaucoup de monde, vous avez reçu, on le voit à l'image, Laurence Ferrari, on va le voir Jean-Pierre Foucault, Alexia Laroche-Joubert, Élodie Gossuin, Delphine Vespizer, qui était particulièrement émue, qui a même pleuré, je crois. On va en parler tout à l'heure. Il y a aussi des inconnus, des gens de la société civile, comme on peut le dire aujourd'hui. C'est quoi le point commun de tous vos invités? En d'autres termes, c'est quoi la ligne éditoriale de l'émission? On a tous été un enfant. Une petite fille, un petit garçon. Et qu'est-ce qui a fait que ce petit môme, cette petite nana, est devenue la personne qu'elle est aujourd'hui? En quoi ce chemin-là a fait d'elle
celui ou celle qu'elle est aujourd'hui. C'est notre vie à nous, quoi, en fait. Et peu importe que vous soyez connu, peu importe que vous ayez votre nom en haut de l'Olympia, peu importe que vous soyez médium, je fais référence à une médium, j'ai reçu une médium. La médium, oui. Et ça, vous voyez en fait que cette petite gamine qui est née en Bretagne, aujourd'hui, elle a fait un carton pour cette vidéo. On en est à je crois, 40 plusieurs dizaines de milliers de vues, 40 000, des messages incroyables en disant merci. Et je pense que dans chaque interview, en fait, chacun y puise une réponse. Ou une partie de son interview va faire résonner quelque chose que vous portez en vous. Et moi, je veux juste que ce soit utile, en fait. Moi, c'est mon job, en fait. Le journalisme, c'est d'être utile aux autres. Vous informez de votre manière sur des choses qui se passent, des invités. Et moi, c'est être utile au quotidien et de montrer que finalement, peu importe ce que vous traversez, peu importe les épreuves que vous traversez dans la vie, je pense que c'est aussi ça qui fait que je me mets au service des autres parce que je sais ce que ça veut dire morfler. Et qu'on peut s'en sortir, quoi. Et qu'on peut être vivant et qu'on est peut-être riche de ça aussi. Et quel souvenir vous gardez de l'entretien avec Delphine Vespizer? On rappelle que vous avez reçu l'ancienne Miss France et que cet entretien était extrêmement poignant. À ce moment-là, elle vous confie qu'elle a vécu avec un homme connu, toxique. Quel souvenir vous en gardez? Et est-ce que vous avez été cueillie à ce moment-là ou ça a été dealé avant? Ah non, c'est incroyable. Je pense que Delphine, vous l'avez expliqué. Oui, on la connaît bien ici. On l'a reçue, puis elle nous avait aussi raconté les coulisses. C'est ça qui est incroyable. Et ça veut dire aussi que on est utile à l'instant T, que si ça s'est fait, c'est que ça devait se faire à ce moment-là. On s'est rencontrés 2 jours avant, dans une manifestation commune. On ne savait pas qu'on allait être là l'une et l'autre. Moi, je l'avais déjà contactée via Instagram, sans réponse. Et puis là, je la vois et je me dis, mais c'est Delphine Vespizer, eh bien, c'est que ça devait se faire maintenant. Je suis allée la voir, je dis, voilà, je suis Dominique Lagroux-Sans-Père. Ah, c'est vous qui m'avez envoyé un message, je suis désolée. Vous venez pour me demander? Je dis, écoutez, c'était pas prévu, mais vous venez ou pas? Ok, faisons-le demain. Ah non, demain je peux pas. Eh bien, 2 jours après. Et elle est venue. Donc moi, j'ai potassé mon interview très rapidement dans le week-end pour que, justement me mettre à la page de son histoire. Et ce qui devait arriver arrive. C'est-à-dire que quand la personne sent qu'il n'y a pas de jugement, sent qu'il y a un réceptacle bienveillant, en disant, dépose tes valises et dis-nous ce qui se passe dans ta vie pour peut-être aider les autres. Et à ce moment-là, elle n'en avait jamais parlé. Et elle a sorti cette histoire qui, même moi, m'a laissé sans voix, puisque je ne savais pas du tout qu'il était question d'une souffrance intime. Et ce que je retiens de cette interview-là, c'est que si vous êtes précis, vous verrez qu'il y a énormément de silence, en fait. C'est vrai. Parce que je l'ai laissé parler. Parce que quand une personne est dans son histoire, ce que je reproche aujourd'hui aux médias rapides, qui veulent faire le buzz, sortir les choses, c'est non, laissez la personne s'exprimer. Et une fois qu'on laisse cette personne s'exprimer, eh bien, elle va sortir ce qu'elle doit sortir. Et évidemment, en toute pudeur, en toute élégance, parce que l'idée, moi, c'est pas de jeter en pâture des noms, si vous demandez une coupe au montage, vous le faites, par exemple. Oui, alors les personnes ne regardent jamais les vidéos. D'accord. On peut faire des coupes quand la personne a une quinte de tout, c'est arrivé. Quand mon petit chien est là et fait du bruit, parce qu'il est là pendant l'interview. Quand il y a une digression qui n'a pas beaucoup de sens, etc. Mais c'est pour ça qu'on a des interviews longues, on a des interviews d'1 heure et demie. Parce que justement, on laisse ça. Mais les silences, on ne les coupera jamais. Et personne, aucun des interviewés, des invités nous a demandé un jour de couper quelque chose. C'est comme un peu une séance de psy, finalement. Vous les laissez parler, c'est ça. Et j'ai pas cette prétention, évidemment. Non, mais parce qu'un psy on peut le ressentir comme ça. En revanche, je suis à l'écoute parce que moi, j'aime écouter les autres et j'aime me dire qu'en sortant de cette interview, la personne sera bien et que en face, les messages qu'on recevra, ces messages nous diront merci. Mais vous avez des cousines éloignées professionnelles dans le paysage audiovisuel français. Est-ce que, par exemple, une Faustine Bollard, ça pourrait être pour vous une source d'inspiration? Alors, j'ai été invitée par Faustine à la sortie de mon livre. Et c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, mais moi, j'ai déjà regardé vos émissions, mais être à l'intérieur sur le plateau, c'est différent et je trouve que c'est utile en fait. Chaque émission a son utilité à partir du moment où vous avez une audience, ça veut dire qu'elle est utile, qu'elle est demandée. C'est pour ça que quand on peut dire que Hanouna n'a pas sa place, etc., ou quand on voit que la chaîne a été bannie, c'est autant de mépris qu'on envoie à celles et ceux qui les regardent en fait. Qui est-on nous
pour dire à ces gens, vous ne regardez pas la bonne chaîne ou vous ne regardez pas la bonne émission. Ouais, il a vécu ça, Pernaut, à l'époque. Hein. Il passait pour le beauf de service, etc. Il a fini sa carrière comme étant le présentateur préféré des 15-25 ans. Et aujourd'hui, excusez-moi du peu, mais les journaux que l'on peut voir sur d'autres chaînes ne prennent que la recette de Pernaut, celle-là même qu'on a autant craché ou banni. Donc, je pense que chaque programme, et y compris le programme de Faustine Bollard, a son idée. Après, je pense que je ne suis pas Faustine. Faustine n'est pas moi. Elle a son talent, on a d'autres talents. Et c'est ainsi, mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait et je trouve qu'elle a impulsé quelque chose de très novateur et de très humain. Et votre podcast, est-ce qu'il pourrait migrer vers la télévision? On sait qu'il y a des nouvelles chaînes qui arrivent, hein. Il y a Off TV, il y a T18 aussi. Ça pourrait plaire parce que je ne sais pas quel est votre modèle économique aujourd'hui. Parce que vous le dites, vous cumulez des millions et des millions de vues, mais on sait que la rémunération sur YouTube est quand même assez chiche. Je ne sais pas si vous en vivez, mais est-ce que vous espérez quand même à un moment plus plaire et attirer les chaînes de télévision? Évidemment. Si une chaîne de télé, quelle qu'elle soit, nous propose d'héberger notre chaîne, c'est avec un grand bonheur. On n'est pas dans notre précaré, c'est-à-dire qu'on a fait ça parce qu'on voulait la liberté de créer quelque chose et de dire on peut faire des choses quand ça vient du cœur. Moi, j'ai déjà contacté des patrons de chaîne, quelquefois sans réponse aucune, ce qui est assez cavalier de la part, mais bon, c'est ainsi. Mais évidemment, avec ce nouvel éventail de chaînes qui s'ouvrent, pourquoi pas, si quelqu'un nous entend, au contraire. Est-ce que la page TF1 est définitivement tournée pour vous? Vous avez quitté le journal télévisé de 13h en même temps que Jean-Pierre Pernaut. Vous avez récemment d'ailleurs confié dans votre émission, sur votre chaîne YouTube, dans une interview inversée d'ailleurs, qui a été menée par Margot Siffer. Formidable journaliste que j'aime beaucoup et que j'apprécie beaucoup et qui a beaucoup de talent. Et à ce moment-là, vous lui avez confié que ce départ a été assez douloureux. Est-ce que vous avez réussi à faire le deuil de ces années TF1 ou bien est-ce que vous y repensez encore le matin quand vous vous levez? Ah non, au contraire. Et c'est ça aussi qui fait la force d'une vie, c'est qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. C'est-à-dire que Claude est mort à ce moment-là, Jean-Pierre est décédé un peu plus tard, et je quitte TF1. Je veux dire, il y a des degrés d'importance dans la vie. Bien sûr, mais c'est quand même 3 gros changements de vie pour vous. Bien sûr. Ça voulait dire quelque chose. Ça voulait dire que j'avais plus ma place là où j'étais. Ça voulait dire aussi que je pense que ce que j'aspirais à faire, à être, n'a pas été retenu à l'instant T. C'est ainsi, j'allais dire, tant pis pour eux et tant mieux pour moi, puisque j'ai pu créer ce que je voulais créé depuis le début. Je voulais monter cette émission sur TF1, ça n'a pas été non plus retenu. Je pense qu'on a fait la preuve aussi que quand on... Et c'est ça que je veux dire aussi à la nouvelle génération, c'est que ne vous satisfaisez jamais d'un non. On vous dit non, très bien. Eh ben, vous allez passer autrement. Et là, ce qu'on a créé... Vous rentrez par la fenêtre. Alors toujours avec... avec délicatesse, ça se dit de façon très triviale. Mais c'est important, c'est un message aussi de dire que tout ne se fait pas dans les cadres, dans les grandes chaînes, etc. Et que la preuve, c'est que vous êtes là, vous, que votre émission cartonne aussi, alors que vous n'êtes pas du tout sur une chaîne, j'allais dire, généraliste. Non, bien sûr, et vous avez fait votre trou, en fait. Vous avez fait votre trou. Donc, ça prend du temps. Mais quand on le fait avec cœur et surtout avec professionnalisme, parce qu'on est tous les deux avec Franck qui est producteur et moi qui suis grand reporter, on sait ce qu'on fait en fait. Franck a travaillé sur des grandes radios, Énergie, etc. On sait ce qu'on fait. Voilà, c'est pas juste... C'est ça aussi que je veux dire à la nouvelle génération, c'est pas juste de se faire un petit live devant une caméra et de se dire c'est bon, on est journaliste. Non, il y a du boulot derrière. Il y a du boulot pour en arriver. Et vous travaillez beaucoup. Dominique Lagroux-Sampère, vous portez le nom du père de vos enfants, Claude Sampère, vous en avez parlé. Grand journaliste, grand reporter pour France 2, pour Envoyé spécial notamment, qui nous a quittés en 2019. Vous aviez écrit dessus, vous étiez passé nous voir d'ailleurs sur ce plateau. Déjà 6 ans après, comment ça va, le deuil? On dit parfois qu'il faut 7 ans pour faire un deuil. Et vous On ne fait jamais son deuil. J'ai déjà dit ça 1000 fois, on fait la cuisine, on fait l'amour, mais on ne fait pas son deuil. Je déteste cette expression, en fait. Parce que ça veut dire que vous tournez la page d'un truc. Non, vous continuez, vous cheminez. Moi, je suis amoureuse, j'ai un homme que j'aime infiniment et dans ma vie aujourd'hui. Et c'est comme quand vous avez un premier enfant, que vous vous dites, j'arriverai jamais à aimer un deuxième enfant, et que l'autre arrive et vous vous dites, en fait, ça s'est démultiplié. C'est comme ça. Donc non, on ne fait pas son deuil. Ce sera dans ma vie et je suis celle
que je suis aujourd'hui parce que justement, j'ai vécu toutes ces choses-là. Et si j'en suis aujourd'hui à recueillir le témoignage des autres, c'est parce que je sais aussi de quoi je parle, en fait. Quand j'ai quelqu'un qui, en face de moi, me parle voilà, d'une blessure, etc., ben je peux ressentir, voilà, j'ai 50 balais, voilà, la vie m'a donné ces cadeaux, parce que j'en suis persuadée, les épreuves de vie sont des cadeaux de vie, pour se dire, ok, t'en fais quoi, cocotte ? Tu fais quoi de tout ça ? Oui, toujours tirer le positif c'est la survie, c'est la survie, c'est ça. Donc non, on ne fait pas le deuil. Je pense que ce serait idiot de dire ça. En revanche, on vit, quoi. Et est-ce que votre défunt mari est présent d'une manière ou d'une autre avec vous au quotidien ? Ouais. Parce que Nathalie Marquet-Pernot, justement, a un discours assez intéressant à ce sujet. Elle a le sentiment que Jean-Pierre Pernaut est avec elle tout le temps. Elle voit des signes, etc. Est-ce que c'est votre cas aussi ? C'est pas pour rien qu'on a invité une médium hier, ce dimanche, dans l'interview d'entre vous et moi. C'est que je pense que vous les mettez où vous voulez, vos morts, en fait. Soit vous les portez comme des fantômes, comme des boulets qui vous tiennent et qui vous retiennent vers la mort, et là, vous crevez vraiment. Soit vous vous dites, ok, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il dirait, etc. Je pense que mes enfants sont les premiers à savoir que leur père est infiniment fier d'eux. Alors oui, ils sont plus faits de chair, ils sont plus faits de câlins, de visages, mais vous le voyez, etc. par exemple, je ne sais pas, une lumière qui s'allume subitement, non ? Est-ce que ça peut... J'ai mes petits signes, Alors après, on en fait ce qu'on veut. Est-ce que c'est pour se rassurer soi-même ? Est-ce que c'est vraiment ça ? Je m'en fous, en fait. Non, l'important, c'est de me dire que penser à lui me fait du bien, mais je suis pas du côté des morts, moi. Je suis du côté des vivants. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi d'aimer à nouveau, parce que moi, je suis faite dans cette vie-là, je suis faite de chair et de sang, quoi. Et vous avez gardé son nom aussi, Sampère, ce qui n'est pas rien. Lagroux Sampère, ça vous a collé à votre nom de jeune fille, je suppose. Ça, j'ai choisi ça quand j'étais jeune journaliste. Je vois pas pourquoi. On n'a pas divorcé, en fait. Oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Exactement. Il est toujours là. Et s'il était invité dans votre émission, sur quel sujet vous iriez avec Claude Sampère ? Je serais bien emmerdée. C'est difficile, en fait, d'inviter des gens que vous connaissez bien. C'est aussi, je suis pas sûre de pouvoir l'interviewer, en fait. J'en ai parlé avec mon compagnon. Un jour, je lui ai dit, mais je vais t'interviewer. Il me dit, non, on saura pas faire. Et c'est tellement juste. Quand on connaît trop les gens. Tellement juste. Et un Jean-Pierre Pernaut aussi, quelle question ? Ça, oui, j'aurais bien aimé l'inviter, parce qu'on n'a pas du tout la même relation. C'est une relation professionnelle. Bien sûr. Et qu'évidemment, je ne connais pas tout de Jean-Pierre. Parce que dit la rumeur, mais bon. La rumeur. Vous savez ce que dit la rumeur à propos de vous ? Mais c'est terrible. Le couple cathodique. Il n'y en a pas qu'une de rumeur. C'est un problème. Les rumeurs. Mieux vaut qu'on parle de vous plutôt qu'on vous enterre, en fait. Donc j'adore ça, moi. Mieux vaut ça que l'indifférence. Exactement. Non, Jean-Pierre, j'aurais adoré aussi qu'il me parle de ce petit bonhomme qui a grandi dans la Somme et qui est devenu ce grand monsieur-là, et les difficultés qu'il a aussi rencontrées, et le fait qu'il ait jamais baissé les armes. Je trouve ça génial, en fait. C'était quelqu'un de fort. Grand journaliste. Beaucoup. Merci Dominique Lagroux-Sampère. Je rappelle qu'on vous retrouve sur YouTube dans Entre vous et moi, et on adore vous suivre. Quel est votre prochain invité ? On peut pas le dire. Alors dimanche, c'est tous les dimanches, parce que maintenant on est tous les dimanches. C'est Inès Vandamme. Inès Vandamme, qu'on aime beaucoup ici sur ce plateau. Très belle histoire. Très belle invitée. Merci Dominique Lagroux-Sampère. Le Buzz TV revient dès demain. Très bonne soirée et à demain.